Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes pour notre grand débat avec nos confrères de France Bleu et de la Provence, Laurent Grellet et Lilian Renard. Merci, bonjour à tous les deux. En fait, deux débats de 30 minutes sur deux circonscriptions, la 5e du département de Vaucluse et pour débuter, la première du département des Bouches-du-Rhône. Valérie Boyer pour Les Républicains, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Pascal Chamassian pour La République En Marche, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté également notre invitation. Vous êtes donc tous les deux qualifiés pour le second tour de dimanche. C'est vous, Pascal Chamassian, qui êtes arrivé en tête avec 29,43% des voix, suivi de Valérie Boyer. Donc, vous totalisez 24,68% des suffrages, 1630 voix d'écart et une forte abstention, 55,39%. La première circonscription regroupe le 11e arrondissement de la cité phocéenne ainsi qu'une partie du 10e et 12e arrondissement de Marseille. Nous allons vous interroger sur les chantiers législatifs. Sur quel dossier êtes-vous le plus attendu par les habitants de la circonscription, sur les atouts et les faiblesses du territoire sur lequel vous serez élu, soit vous, dimanche prochain. Et pour débuter, le climat de cette campagne, comment vos électeurs l'ont-ils vécu? Élément de réponse avec ces paroles d'électeurs, justement. Écoutons-les. Qu'avez-vous pensé de la manière dont les candidats ont fait campagne dans votre circonscription? On en a très peu vu et il y en a tellement. Quand je suis allé voter hier, j'ai regardé, il y avait plus de la moitié des bulletins qui étaient proposés que je ne connaissais pas. Chacun s'est défendu, donc ça va? Moi, j'avoue que je me suis intéressée qu'à mon candidat. Les autres, pas vraiment. Pour ma part, je n'ai pas vu grand monde. J'ai juste vu deux personnes qui tractaient à la sortie de l'école maternelle de Montolivet. Je ne connaissais pas les candidats. J'ai voté par rapport à ce que je ressentais. Alors je reprends ce qui a été dit dans ces paroles d'électeurs. Les candidats, on les a pas vus, pourtant il y en avait 22 qui étaient au départ sur la ligne de départ. Vous-même, vous avez été beaucoup sur le terrain dans cette circonscription. Est-ce que finalement vous n'avez pas le sentiment que ce sont les électeurs qui ne vous ont pas vu parce qu'ils n'avaient pas envie de vous voir, quoi, marre de la politique? Pascal Chamassian. D'abord, ça a été une campagne très courte, donc qui a démarré le 11 mai, en tout cas pour ce qui vous concerne, mais bien sûr. Donc on a eu un mois pour convaincre. Et ensuite, effectivement, on s'est déployé, on n'a pas perdu une minute pendant cette campagne. Alors pour voir tout le monde, c'est toujours très compliqué, mais on a d'autres façons de se faire voir, notamment par notre communication sur les réseaux sociaux. Et puis, on est allé au contact de tous les gens qu'on a pu voir. On n'a pas pu voir tout le monde, mais aujourd'hui, c'est une belle occasion pour que les gens nous rencontrent et nous voient un peu plus. Valérie Boyer. Moi, je ne fais pas trop la différence entre la campagne et l'activité habituelle de député ou de maire. C'est vrai que je suis sur le terrain en permanence. C'est deux moments différents. Du lundi. Franchement, pas vraiment. En ce qui me concerne, du lundi au dimanche, on est tout le temps sur le terrain, on est sans arrêt mobilisé. Alors, il y a une intensité particulière pendant la campagne de la part des équipes qui sont auprès de nous. Et d'ailleurs, je remercie très chaleureusement les militants pour leur investissement et les sympathisants également. On rencontre beaucoup de monde dans la journée. On est invité le soir chez des gens, dans des garages, sur des places, enfin dans divers endroits chez eux pour parler du programme, pour parler de nos projets. Donc on rencontre énormément de monde. On a le sentiment clairement exprimé par les électeurs qu'il y en a marre de la politique et des hommes et des femmes qui s'inscrivent dans cette démarche-là. Je pense à cet article de La Provence, c'était il y a 2 jours, sur votre échange d'aimabilité concernant l'affichage. C'est ma place, elle m'a recouvert trop rapidement, ou il me prend mon encart réservé à moi. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles il faut progresser et avancer plutôt que ces querelles de politique politicienne?
écoutez, ça c'est sûr. D'ailleurs, moi, c'est ce que je me suis attachée à faire pendant tout mon mandat de parlementaire, puisque j'ai été une parlementaire particulièrement active sur des sujets d'importance nationale. J'ai toujours eu à cœur de mettre en avant l'excellence marseillaise sur des sujets de fond, par exemple la préservation de nos savoir-faire artisanaux et industriels avec le savon de Marseille, la défense des habitants du secteur avec la préservation des personnes qui vivent autour de l'usine du site Seveso d'Arkema, en leur permettant d'être confinés, la liberté des femmes, etc. Tout ça, ça fait partie des sujets que j'ai traités. Et d'ailleurs, quand je suis dans la circonscription, je sais que les habitants me posent des questions, par exemple sur les questions de santé, sur mon engagement parlementaire ou sur mon engagement de terrain. Vous n'avez pas le sentiment qu'on a une campagne parasitée par des choses très futiles, finalement? Tout à fait. Moi, j'ai lancé un appel dès lundi parce que je trouvais que cette campagne n'était pas propre au sens propre comme au figuré, puisque effectivement, il y a eu une espèce de bagarre sur l'affichage qui, d'après moi, n'est pas très saine. On a assisté aussi pendant toute cette campagne à des méthodes qui, d'après moi, datent de la vieille politique. Que vous visez quelqu'un en particulier? Non, je dis que, par exemple, moi, dimanche, j'ai eu des centaines de bulletins qui ont été raturés. J'ai des tracts anonymes qui me sont adressés. Tout ça, pour moi, ça fait partie de la vieille politique. Aujourd'hui, les gens en ont marre. C'est tout ce qu'ils rejettent. C'est vrai. Aujourd'hui, ils veulent aller de l'avant. Et l'élection d'Emmanuel Macron l'a prouvé. Aujourd'hui, les gens, ils veulent autre chose. Et ce qu'on vient de voir dimanche en France, le prouve. Sur les vieilles pratiques, effectivement, c'est particulièrement choquant. Moi aussi, j'ai fait l'objet de remarques sexistes. C'est que j'ai été traitée de Miss par M. Chamassian, par exemple. Ce que jamais on pourrait... c'est vrai, quand on s'est traité de Miss Arménie, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour blesser, pour être dégradant. Et c'est vrai que dimanche, moi, j'ai eu des tracts avec, évidemment, des remarques sexistes, des dessins obscènes, etc. Donc, tout ça, effectivement... Mais vous savez, moi, je préfère qu'on s'attache à parler du fond. Je préfère qu'on s'attache à parler des dossiers qu'on doit défendre. C'est la raison pour laquelle on vous a invité à venir débattre sur ce plateau. Et on va aborder ces points, effectivement, de fond dans un instant. Juste un mot sur votre profil, Pascal Chamassian. Vous faites de la politique depuis très longtemps. Vous avez été suppléant vous avez été suppléant plusieurs fois de Christophe Masse. Vous avez été élu sur les listes de Jean-Noël Guérini en 2008. Vous êtes toujours conseiller d'arrondissement dans le 2e et 3e arrondissement de la cité phocéenne. C'est quoi finalement la différence entre votre engagement d'hier et celui d'aujourd'hui, à part l'étiquette qui a changé? Alors moi, je suis salarié depuis 32 ans et je travaille depuis 32 ans dans une entreprise et je ne vis que de ça. Je suis parallèlement un militant associatif engagé depuis 30 ans. C'est vrai que j'ai fait de la politique en 2008 sans avoir jamais adhéré à un parti. Je n'ai jamais adhéré à un parti. J'ai été conseiller municipal d'ailleurs dans ce secteur, ce qui me confère une légitimité sur ce territoire. Puis en 2014, j'ai effectivement pris du recul, notamment en voyant, ça m'a permis de voir ce qui se passait dans les partis. Et dans ces partis traditionnels, je crois qu'aujourd'hui, les gens ont voulu, encore une fois, rejeter tout ça. Et ce qu'incarne Emmanuel Macron aujourd'hui, puisque vous me posez la question, c'est un renouveau en politique. C'est transcender ces clivages que les gens ne supportent plus. Même question, et puis on passe vraiment à autre chose, donc je vous demande une réponse très rapide. Vous avez soutenu un candidat qui a été éliminé dès le premier tour. C'est aussi le rejet d'un des deux partis qui se partagent le pouvoir depuis des décennies. Est-ce que vous avez pris conscience de ce ras-le-bol, de cette politique à l'ancienne? Que peut-être vous incarnez, pas vous, Valérie Boyer, mais du parti auquel vous appartenez. Vous voyez, moi, je ne pense pas faire de la politique à l'ancienne, bien au contraire. D'abord, je pense que faire de la politique autrement, c'est tenir ses engagements. C'est par exemple, quand on est élu, c'est siéger, c'est aller... Parce que quand on a un mandat, quand des électeurs nous ont fait confiance, la moindre des choses, c'est soit on démissionne, soit on siège. Moi, mes mandats, je les assume. C'est vrai que je ne pratique pas non plus le nomadisme. Je ne suis pas élue dans le 11-12 et puis après dans le 2-3 pour être derrière M. Menucci, comme M. Chamassian, etc. J'ai toujours assumé. J'ai toujours assumé. Vous voyez, 45 ans de mandat. Vous cumulez 45 ans de mandat. Soyons sérieux. On va y passer rapidement. À votre âge, 45 ans de mandat à votre âge. Et je siège. Oui, je cumule aussi plus de 25 ans d'activité professionnelle dans le domaine de la santé et du social. J'ai fait en sorte de toujours être indépendante et de travailler aussi et d'avoir une activité professionnelle, d'ailleurs, qui m'a conféré des compétences que j'ai mises à profit dans mon mandat. L'élection législative, vous le savez, c'est un scrutin local, certes, mais l'élu devra voter, proposer des textes, ce qui s'appelle voter des lois, pour faire plus simple, qui s'appliquent à l'ensemble de la nation. Qu'attendent les électeurs de leurs députés? Sur quel chantier? Élément de réponse.
Qu'attendez-vous en priorité de votre député qui respecte ses engagements? Qui s'occupe un peu plus des gens de mon âge, par exemple. Qu'il nous écoute, hein, qu'il soit présent dans ce que nous souhaitons. Après, il est évident qu'il fera ce qu'il peut faire. Mais bon, c'est pas toujours évident. Qu'au moins il soit le haut-parleur de ce que pensent les gens en bas. Un député devrait être sur le terrain, devrait passer, on devrait le voir, on devrait discuter et lui soumettre les problèmes que les habitants d'un quartier ont régulièrement. Lilian Renard de la Provence. Donc on l'a bien entendu, les gens veulent des députés investis, veulent des députés présents sur le terrain. Valérie Boyer, vous étiez députée, maire d'arrondissement, ça fait beaucoup, la loi l'interdit désormais. Pourtant, les électeurs ne vous ont pas placé en tête au premier tour. Est-ce que vous ne payez pas ici un peu l'éloignement, votre campagne présidentielle auprès de François Fillon, qui vous a fait finalement, au moins symboliquement, oublier vos électeurs? Absolument pas. Je pense que c'est tout l'inverse, parce que je suis quand même la candidate de ma famille politique la mieux placée des Bouches-du-Rhône. D'autre part, quand je vois la mobilisation qu'il y a autour de nous, ça me semble très important. Vous savez, le mouvement d'abstention, il a commencé avec l'élection d'Emmanuel Macron. C'est quand même le président de la République le moins bien élu de la Ve République. Et aujourd'hui, les Français ne se sont pas déplacés aux urnes, peut-être parce qu'ils sont lassés d'une année complète électorale, etc. Du cumul des mandats, une des premières lois qui va arriver devant le Parlement, qui est présentée aujourd'hui au Conseil des ministres, c'est la loi de la moralisation sur la vie politique, qui interdira le cumul dans le temps aussi. Pascal Chamation, c'est une loi qui vous semble cardinale, importante, que vous soutenez? Tout à fait, bien sûr, et c'est un des points forts du programme d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, je constate que toutes les lois précédentes qui visaient à plus de transparence et à plus de moralisation de la vie politique, Mme Boyer n'en a pas voté une pendant ses mandats. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je pense aujourd'hui, c'est que je me présente à une élection législative en tant que député. Moi, si je suis député, c'est parce que j'ai bien conscience que je serai un député à 100% et que je ne ferai que ça. Je ne cumulerai pas avec notre mandat. Et d'ailleurs, pour ce qui est de ma concurrente, il faudra bien qu'elle fasse un choix si c'est elle qui est élue. Donc, alors on va lui poser pour ce qui me concerne, et je termine, c'est que moi, si je suis député, je partagerai mon temps entre les travaux à l'Assemblée nationale, pour faire la loi, pour contrôler l'action du gouvernement, et puis, bien sûr, pour être auprès des électeurs et des habitants de nos quartiers. Ça veut dire que je serai dans la proximité et je consacrerai mon temps à tout ça. Alors, deux questions en une. Quel mandat choisirez-vous si vous êtes réélu dimanche prochain, premièrement? Deuxièmement, si vous êtes élu, voterez-vous cette loi sur la moralisation de la vie publique? Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est que c'est la loi qui dit que quand on est élu, on abandonne le mandat. Donc, effectivement, si je suis réélu, je resterai député. Ce que je voudrais dire, c'est que quand j'ai un engagement, moi, je le tiens. Et je l'ai prouvé. Par exemple, c'est vrai, je comprends que M. Chamation dise qu'il est député à 100%. C'est mon cas. Je suis député et maire à 100% sur le territoire. C'est pas trop bon. Écoutez, c'est exactement ce qui se passe pour mes collègues. Maintenant, la loi l'interdit. Effectivement, si je suis élu, je choisirai le mandat. Enfin, la loi choisira pour moi le mandat de député. Mais là, vous savez, les déclarations, c'est bien, mais la preuve par l'exemple, c'est encore mieux. Quand on a un mandat, M. Chamation, on le tient. Et quand on est élu quelque part, et par exemple à la mairie du 2-3, on siège, on ne se met pas en veille. On va et on siège parce qu'on a un mandat des électeurs et ce mandat des électeurs, eh bien, on l'assume. Donc, effectivement, moi, la loi sur la moralisation de la vie politique, telle qu'elle est présentée par le gouvernement actuel, elle me gêne parce que j'ai l'impression qu'on joue un petit peu les perles à vertu, mais que ce sont les petits arrangements entre amis. Par exemple, il n'y a rien dans cette loi de la moralisation de la vie politique sur le conflit d'intérêts. Et qu'est-ce qu'on constate depuis le début du mandat? Qu'est-ce qu'on constate depuis le début du mandat? Qu'on a l'affaire Ferrand, qu'on a l'affaire de Sarnez, qu'on a l'affaire de la ministre du Travail et qu'on a les affaires Bayrou. Vous êtes bien placé pour les affaires, Madame Boyer. Je pense qu'il faut se Vous la voterez ou pas cette loi? Brièvement, oui. Mais ça dépend ce qu'il y a dedans. Pour l'instant, ce sont des promesses, mais moi, j'aimerais bien qu'on aille plus loin et qu'on réfléchisse vraiment aussi à l'efficacité de l'élu et à la tenue des engagements. Ça, c'est la moralisation. Aujourd'hui, on vous dit, voilà, vous siégez pas dans l'endroit où vous avez été élu, à la mairie du 2-3. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, que les gens s'interrogent sur des élus qui désertent les assemblées? Je ne déserte pas. En fait, ce qui s'est passé en 2014, et Madame Boyer est quand même la dernière protagoniste de cet accord scélérat qu'il y a eu en 2014 entre Madame Boyer et la maire actuelle du 2-3. Moi, quand j'ai vu ça, c'est ce que j'ai vu, et ses amis, quand j'ai vu ce qui se passait à l'intérieur des partis politiques. Que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on continue à nourrir cette bête, cette machine? Moi, j'ai pris du recul en me disant que ça ne pouvait plus durer. Et d'ailleurs, quand je dis que je prends du recul, j'ai continué à travailler, que ça soit clair pour tout le monde. Et je n'ai jamais adhéré à un parti. Et je me disais qu'il fallait bien faire quelque chose dans cette ville
pour notre ville. Et je pense que le fait de transcender ces clivages et de rassembler les talents était quelque chose de très important. Concernant la loi, moi je pense qu'aujourd'hui dans la loi qui est présentée, il y a des choses qui sont très fortes, comme la suppression de la réserve parlementaire, comme la suppression, l'impossibilité de, et ça je tiens à le dire, d'employer des gens de sa famille. Et ça, je pense que l'affaire Fillon nous a prouvé que ça pouvait aller très loin. Et Mme Boyer est restée collée à M. Fillon jusqu'au bout. Oui, et je crois qu'aujourd'hui, c'est bien que dans la loi, on puisse inscrire ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette loi ? Je pense qu'elle va à la fois pas assez loin et que c'est une loi cosmétique. On est encore dans la com. Et parce que, franchement, si on voulait vraiment moraliser la vie politique, eh bien peut-être que les 4 ministres que je viens de citer, peut-être qu'ils auraient déjà dû donner leur démission. À un moment donné, on ne peut pas être dans le cosmétique, dans l'annonce et pas aller au fond des choses. Alors, Madame Boyer, votre champion a dit que s'il était mis en examen, il ne se présentait pas. Et il ne l'a pas fait. Comment vous pouvez parler de moralisation? On va peut-être s'intéresser au vrai sujet. Vous ne pouvez pas donner de leçons sur ce point. On va revenir sur le rôle du député. Je le disais tout à l'heure, c'est de voter et de proposer évidemment des lois. En quoi le législateur peut-il intervenir concrètement à l'échelle d'une circonscription? Tenez par exemple, sur quel dossier vous, Pascal Chamassian, si vous êtes élu, vous seriez susceptible d'intervenir pour régler une question sur votre territoire? Je pense qu'il faut bien scinder et pour que les gens comprennent qu'un député et un maire, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je pose la question. Il faut arrêter aussi de partir sur des promesses, que quand vous êtes en campagne, des promesses non tenues. C'est ça aussi, gratis, hein. C'est ça aussi qui a fait que les gens se sont détournés de la politique et sont partis vers les extrêmes. Je pense qu'il faut dire qu'aujourd'hui, un député peut être un catalyseur, quelqu'un qui va pouvoir mettre des gens autour d'une table, les acteurs locaux, que ce soit les institutions, que ce soit les acteurs de terrain, sur des grands problèmes de notre circonscription, l'urbanisation sauvage et par exemple, dans notre secteur, un problème très important. Quand on est député, qu'est-ce qu'on peut y faire là-dessus? On peut déjà essayer de rassembler tous les protagonistes pour respecter un cadre et pour que tout le monde puisse... C'est pas le député qui délivre les permis de construire. C'est pas le député est un catalyseur. Sur les problèmes de sécurité, c'est la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, un député de la majorité présidentielle, et c'est pour ça que je me présente, aura plus de facilité sans doute à faire en sorte que la sécurité soit renforcée, 10 000 emplois de plus promis par Emmanuel Macron. Sur l'environnement, vous me demandez quels sont les sujets. Je rencontre beaucoup de gens aujourd'hui qui se plaignent au niveau de la pollution de l'air, au niveau du bruit dans ce secteur. Il y a tout un tas de problèmes sur la circulation, sur les transports, où le député peut être un excellent catalyseur. Valérie Boyer. Écoute, moi je pense que... Comment ? Un dossier prioritaire? Il y en a plusieurs. Effectivement, le dossier prioritaire, vous savez, quand on est une élue de terrain comme moi, on voit les ravages de la loi Duflot, notamment sur l'urbanisation sauvage, parce que ça a fait exploser les coefficients d'occupation des sols. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est confronté à cette pression dans notre secteur. Et c'est pour ça que je lutte justement pour préserver nos noyaux villageois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pas trop, c'est faux. Renseignez-vous. C'est faux. Demandez aux gens. Tout à fait, c'est la mairie. C'est la mairie, c'est la députée. Mais justement, moi, je ne distribue pas les permis. Si vous étiez bien renseigné, vous savez que ce n'est pas moi qui les distribue. Je donne un avis, la plupart du temps défavorable. Et justement, je suis parvenue, en tant qu'élue de terrain, à faire en sorte que certains noyaux villageois soient préservés dès à présent, avant la réforme du plan d'occupation des sols. Ce sera voté au prochain conseil municipal. Autre chose, ce que je voudrais faire, bien évidemment, c'est la sécurité. La sécurité et l'emploi qui sont des priorités pour nous. Et moi, j'ai une proposition de loi qui me tient particulièrement à cœur. Je souhaiterais faire en sorte que pour les familles qui accueillent un enfant handicapé, elles puissent avoir une part fiscale totale. Vous savez, je me suis toujours beaucoup battue pour la santé, pour la famille, et je tiens à le faire. Et je voudrais rajouter un dernier point. Très rapidement. Je n'ai pas un double langage. Ça, c'est clair. Par exemple, moi, quand je défends la sécurité, eh bien, je ne suis pas avec mes amis, ou quand je défends les quartiers, je n'ai pas des amis qui, par exemple, ont totalement cassé la politique de la ville de l'11e arrondissement, comme l'a fait le gouvernement Hollande pendant ces 5 dernières années. Pascal Chamassian, vous répondez très rapidement et on change de thématique. Sur le handicap, c'est une très belle proposition et ça tombe bien puisqu'Emmanuel Macron a décidé d'en faire la priorité de son quinquennat. Donc, je pense que c'est des choses qui vont avancer alors que depuis des années où la droite et la gauche, telles qu'on les connaissait, étaient au pouvoir, les choses n'ont pas suffisamment avancé, vous le savez bien, Madame Boyer. Merci Lilian. Tout à l'heure, 7 circonscriptions qui regroupent, je vous le rappelle, le 11e arrondissement est parti des 10 et 12e ne sont pas les quartiers les plus défavorisés de la cité phocéenne, ni les plus touchés par l'insécurité, même si hier soir, un homme a été abattu à la cité Herbel où vous avez une permanence, il me semble. Tout à fait, voilà. Ma permanence est juste à côté. Il y fait plutôt bon vivre et les habitants ne souhaitent pas que ça change ou pas trop.
Écoutons-les. Quels sont les atouts et les handicaps de votre circonscription? Je pense que les atouts sont les moyens de transport, sont le métro, le tramway et le bus. Et puis c'est un quartier tranquille où il y a encore beaucoup de verdure. C'est un quartier qui a encore l'esprit villageois, même si aujourd'hui, avec toutes les constructions, c'est un petit peu moins le cas. C'est qu'on n'est pas loin du centre-ville, que c'est encore bien arboré. On s'y sent bien parce qu'on est quand même aussi en sécurité. C'est une circonscription dynamique qui est quand même relativement éclatée, c'est-à-dire que socialement, elle n'est pas uniforme, mais c'est pas plus mal. Il y a une certaine diversité dans la circonscription. Après, les atouts et les handicaps, je dirais que c'est un peu ceux de Marseille. C'est meilleur état que certains quartiers, les quartiers nord en particulier. Mais un certain enclavement, c'est un peu isolé, c'est assez coupé. Laurent Grollet. Donc on l'a entendu dans ce reportage, les atouts, on l'a peut-être pas entendu, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'Uvonne, l'industrie qu'il faut préserver, peut-être avec des problèmes d'environnement. Oui. Puis ces quartiers qui poussent, ces quartiers un peu champignons, vous l'avez évoqué Pascal Chamassian, vous avez dit l'urbanisation sauvage. Qu'est-ce que vous ferez à l'Assemblée nationale pour justement équilibrer tout cela dans cette circonscription? Je pense que cette circonscription est très belle, mais elle est très disparate aussi. On a à la fois les collines de Marcel Pagnol, on a de très beaux noyaux villageois, et puis on a cette vallée de l'Uvonne qui peut contenir sur sa rive des cités qui sont assez paupérisées, une désindustrialisation qui est là aussi. Et je crois qu'il faut recoudre et retisser ces quartiers. La population a envie de ça. C'est vrai qu'il y a des transports qui existent sur le 12e arrondissement, mais qu'on sent que sur le 11e arrondissement et toute la vallée de l'Uvonne à montant du 10e, il faut désenclaver ces secteurs. Sur l'urbanisation, c'est ce que je disais, parce que c'est vrai que c'est des quartiers où les gens vont pour aller chercher une qualité de vie qui existe, parce que ce sont des très beaux quartiers. Mais la qualité de vie se dégrade puisqu'effectivement la circulation devient très difficile, la voirie n'est pas adaptée, les équipements publics ne sont pas forcément là. Et c'est sur tous ces dossiers qu'il va falloir se mettre, je le redis, le député n'est pas le maire de secteur, mais il peut être quelqu'un qui impulse quelque chose au niveau du territoire avec à la fois les institutions, à la fois les acteurs de terrain qui sont nombreux et que je veux saluer ici. Valérie Boyer, vous avez essayé de réguler tout cela? Tout à fait. Moi, j'ai même déposé une proposition de loi dans le mandat de Hollande, justement pour qu'on ne puisse pas construire un certain pourcentage tant qu'on n'avait pas les infrastructures nécessaires. Elle m'a été refusée. Vous savez, c'est bien d'avoir des projets pour les quartiers, mais c'est encore mieux quand on a des paroles et des actes. Par exemple, la vallée de l'Uvonne, pour moi, c'est un sujet qui est majeur. Je voudrais que ce soit un pôle de développement de la ville. Pourquoi? Parce qu'il a de nombreux atouts. Il y a l'Uvonne, il y a les transports, parce qu'ils existent, il y a le train, il va y avoir la 4e voie de chemin de fer. On va en profiter pour faire des aménagements urbains sur lesquels je travaille déjà. Et surtout, ce que je déplore, par exemple, c'est que les amis de M. Hollande, pendant tout leur mandat, ont cassé la politique de la ville dans ce secteur, alors que j'avais obtenu un plan de rénovation urbaine pour Herbel, un plan de rénovation urbaine pour Saint-Marcel. Tout ça, ça a été supprimé par la gauche. Donc moi, je tiens absolument à remettre ça sur le tapis. Autre chose aussi extrêmement important, les transports. Bien évidemment, on a un projet de prolongation du tramway qui va du terminus de Cailleul. C'est la bonne solution, le tramway, là? Comment? C'est la bonne solution, le tramway? En l'occurrence, pour ce secteur, c'est une partie de la bonne solution parce qu'il pourrait aller du terminus de Cailleul en passant devant l'hôpital Valvert, se prolonger jusqu'à Emmaüs, aller vers Chartres et rejoindre la gare de la Barrasse. C'est le projet. Non, mais ça coûte peut-être très cher, mais ça permet de boucler avec le train. Donc nous avons des atouts. Je cherche à les développer. Beaucoup de choses sont déjà faites. Et puis c'est un territoire où il faut préserver la qualité de vie, et c'est ce que je m'attache à faire en tant que député comme en tant que maire. C'est totalement complémentaire. C'est la raison pour laquelle, et j'insiste, c'est la raison pour laquelle j'avais déposé cette proposition de loi et que je tiens à le faire. Et vous savez qu'il y a la modification du PLUI, et donc qui va permettre aussi de redéfinir par les habitants ce qu'ils souhaitent pour le secteur. Je pense qu'un député qui sera dans la majorité présidentielle aura plus de facilité, notamment à déposer des propositions de loi et avancer sur ce terrain-là. Il est vrai que sur ces quartiers est de Marseille, on a un sentiment d'abandon dans certains endroits, et je pense et je crois
qu'on peut faire, à l'instar de ce qui a été fait sur la Joliette ou sur la Belle de Mai. Exactement. Créer des incubateurs, des pépinières. J'ai rencontré des start-upers. J'ai rencontré des start-upers. Il y a une dynamique qui existe aujourd'hui. Il y a des jeunes entrepreneurs. Il faut créer des lieux, des écosystèmes. Comme ça a été fait, il faut qu'il y ait une volonté aujourd'hui pour que sur ces quartiers Est, on puisse développer et faire la même chose qu'on a pu faire à la Joliette ou à la Belle de Mai. Donc un député pourra impulser aussi ce genre de projet. Ça existe déjà sur la vallée du Vaune. Vous avez parlé de Remède 3. Exactement. Moi, je parle de Remède 3. Comment on assure justement un équilibre entre qualité de vie dans ces noyaux villageois et une industrie qu'il faut relancer, une industrie propre, une industrie qui est quand même classée en partie Céveso? Pour la partie Céveso, vous le savez que justement j'ai changé la loi pour permettre aux personnes qui sont à proximité de l'usine Céveso d'être protégées. Ça a été le cas et ça a été fait dans des conditions éthiques et équitables. Donc vous voyez qu'on peut modifier la loi. Et puis pour faire un Remède 3 vous avez beaucoup de la vallée du Vaune, on en reparlera une prochaine fois. Il faut qu'on rattrape. Voilà, s'il vous plaît. Pascal Chamassian. Sur ces points-là, écoutez, moi je vous ai dit ce qui me paraissait important. Je pense que les deux points clés au-delà de relancer l'emploi... Qu'est-ce qui vous différencie de Valérie Boyer finalement? Ce qui me différencie, c'est quand même aujourd'hui l'application d'un programme présidentiel. Je le redis, un député aujourd'hui va être là pour appliquer un programme présidentiel où on va parler de pouvoir d'achat. Non. On va parler de pouvoir d'achat. On va parler de sécurité, je l'ai redit, on va parler d'éducation, les zones REP, REP+, où on va passer les classes on va dédoubler les classes de CP, CE1 à 12 élèves. On est là pour faire valider ce programme. Et je pense que ça serait dommage que les habitants de cette première circonscription des Bouches-du-Rhône restent en retrait et ne prennent pas le train qui est en train de partir. Sur les rythmes scolaires, là, puisque vous l'évoquiez, oui. Le maire de Marseille, il doit rester à 4 jours, revenir à 5. Le maire de Marseille, il fera ce qu'il veut, puisque le ministre de l'Éducation rend la liberté... Non, mais quel est votre avis puisque effectivement, ça fait partie du projet d'Emmanuel Macron de rendre cette liberté au maire. La première des choses, c'est que le ministre de l'Éducation nationale rend la liberté au maire, ce qui semble être une bonne nouvelle d'après ce que j'entends sur le terrain. Ensuite, le maire de Marseille, je demande à ce qu'il évalue la politique qui a été mise en place et puis qu'il prenne la décision qui sera la sienne. Alors, Laurent, c'est terminé pour cette séquence. Vous revenez tout à l'heure, puisqu'on arrive au terme de ce débat. 1 minute vous a été réservée à tous les deux pour convaincre les électeurs de voter pour vous. Nous débutons avec vous, Valérie Boyer. Voilà, vous regardez cette caméra, vos électeurs vous écoutent et vous regardent. Si je suis candidate, c'est pour continuer le travail que j'ai amorcé avec vous, chers Marseillais, depuis plusieurs années. Nos quartiers méritent un engagement total, une vraie connaissance de nos noyaux villageois et de leur identité. Je veux continuer à mettre en valeur l'excellence marseillaise. Je veux continuer à faire du Made in Marseille pour faire du Made in France, comme je l'ai fait par exemple sur le PPRT Arkema, sur la L2 ou sur le savon de Marseille, ou encore sur la santé. Je veux dire aux Marseillais et aux Marseillaises, ne baissez pas les bras, allez voter, défendez vos valeurs, défendez vos convictions. Ne faites pas en sorte que le premier parti de France soit celui de l'abstention. Opposez-vous à la pensée unique. Opposez-vous au parti unique. Je ne suis pas prête à donner un chèque en blanc à M. Macron. Je ne suis pas d'accord avec lui sur la fiscalité et notamment le matraquage fiscal des retraités et des familles. Je ne suis pas d'accord avec lui sur son absence de projet sur l'immigration. Je ne suis pas d'accord avec lui sur sa vision de la lutte contre le terrorisme, d'ailleurs qui est absente. Je ne suis pas d'accord avec lui sur sa vision de la famille. Mais je ne suis pas non plus dans une opposition stérile. J'ai toujours participé dans la majorité ou l'opposition à être une force de proposition, une force de loi. Je veux participer au redressement de la France et je voudrais dire un dernier mot aux Marseillais. Votez pour une femme qui vous connaît, qui vous aime. Non, c'est terminé. Voilà. Non, mais ça c'est très bien. Mot de la fin. Bah oui, c'est comme ça. C'est 1 minute et c'est pas plus. Pascal Chamassian, pareil. 1 minute, pas plus. La caméra est là. Chers habitants des 10e, 11e et 12e arrondissements de Marseille, dimanche dernier, vous m'avez placé largement en tête du premier tour de ces élections législatives. Dimanche, je vous incite et je vous invite à amplifier et confirmer ce choix. Si je suis votre député dimanche, sachez que j'incarnerai le renouvellement promis et souhaité par Emmanuel Macron. Pas seulement un renouvellement des têtes, mais aussi le renouvellement des pratiques et des usages. Si je suis votre député dimanche, je serai un député à 100% et je partagerai mon temps entre l'Assemblée nationale et un travail de proximité avec vous. Le défi qui est devant nous dimanche est clair. Il s'agit d'inscrire les habitants de ces quartiers est de Marseille dans la majorité présidentielle pour être plus efficace sur les questions de sécurité, d'éducation, de transport, d'environnement. Dimanche, l'enjeu est majeur. Il s'agit pour nous de tourner la page
de la vieille politique et de prendre le train de l'histoire, celui de la formidable recomposition politique en cours. Alors dimanche, chers électeurs, ne restez pas en marge de l'histoire, faites-moi confiance. Merci Pascal Chamassian. Donnez une majorité présidentielle Emmanuel Macron. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau pour débattre. Merci beaucoup. Allez, arrêtons-nous désormais sur ce deuxième débat dans quelques instants.